On a la chance d'avoir une ville qui a une histoire, un ADN. Et cet ADN, il faut qu'on arrive à le développer. Et c'est au travers de ce type d'initiative qu'on y arrive. C'est difficile de déléguer. Non, si vous formez bien les gens et si vous avez confiance. Et de toute façon, si vous ne déléguez pas, vous ne pouvez pas avancer. Une ville, c'est aussi une marque. La ville de Nîmes, il faut aussi qu'elle sache se vendre. Donc il y a une notion de marketing qu'il faut mettre en place. Dès lors qu'on aura ce message positif, dès lors qu'on aura ce souci de savoir se vendre, à ce moment-là, ça va aussi permettre de créer cet écosystème vertueux pour permettre à des chefs d'entreprise de s'installer, à des chefs d'entreprise de se développer. Moi, si c'était à refaire, peut-être je ferais plus des études manuelles, rentrer en fait sur le marché du travail plus rapidement aussi, pour éviter de se retrouver sur des voies qui vont être toutes bouchées. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est tout un écosystème qui doit être pris en compte et c'est au travers de cette démarche-là qu'on pourra le faire. Et c'est là où le politique il a un rôle. À partir du moment où on a une vision, il faut que derrière cette vision, il puisse y avoir des projets. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Nîmes Avenir. Aujourd'hui, on est avec Julien Plantier, Guillaume Sago et Mathieu Maubon. On va aujourd'hui parler business, entrepreneuriat, artisanat et surtout développement économique autour de la ville de Nîmes. Julien, est-ce que tu peux faire un brief rapide sur nos invités et pourquoi tu les as choisis aujourd'hui pour cet épisode ? Écoutez, bonjour à tous, bonjour Théo et bonjour à nos deux témoins du jour. C'est vrai que comme tu l'as dit, l'idée de ce podcast, je tiens à le rappeler, c'est vraiment de prendre le temps de présenter des profils, des acteurs de la ville. Et aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir deux chefs d'entreprise qui souhaitent mettre à l'honneur un savoir-faire nîmois, que ce soit Guillaume au travers de la toile de Nîmes et du jean. On en parlera tout à l'heure, l'histoire du jean sur la ville de Nîmes, ainsi que Mathieu, qui est chef d'entreprise et qui gère l'entreprise Café Nadal, qui est une entreprise historique sur le bassin nîmois. Tous deux ont eu à cœur de mettre à l'honneur à la fois un savoir-faire, mais aussi un territoire, et aussi une volonté de mettre en avant la ville et notamment le centre-ville. Ils sont tous les deux implantés au sein du centre-ville de Nîmes. Et c'était aussi mon souhait de mettre à l'honneur des jeunes chefs d'entreprise qui ont vraiment vocation à développer leur marque sur Nîmes et aussi ailleurs. Et c'était l'objectif de cet épisode. Guillaume, je vais commencer par toi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le denim et que le jean vient des États-Unis. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Alors, le jean, honnêtement, oui, vient des États-Unis puisque c'est un produit qui a été inventé là-bas, mais la toile en fait avec laquelle il est monté, originellement en fait vient de Nîmes. Donc en fait, l'ancêtre du denim vient d'ici. Donc le nom denim vient en fait d'une contraction de denim. C'est ça a été anglicisé en fait au fur et à mesure des années, des décennies. C'est qu'en fait, à Nîmes, on tissait une serge qui était faite à la base en laine et soie. Et après, historiquement, le savoir-faire est parti en Angleterre et c'est d'Angleterre en fait que le mot denim s'est anglicisé. Ok. En 2019, tu décides de racheter un atelier, racheter des métiers à tisser et lancer Atelier de Nîmes. Alors en fait, là, ça s'est fait en deux temps. Nous, on a commencé à créer la marque en 2014, qui à l'époque en fait était assemblée en France avec des toiles italiennes. Et petit à petit, moi, ça m'a permis en fait de rentrer dans un réseau textile où j'ai pu un peu plus comprendre comment ça fonctionnait et puis surtout en fait pour racheter des machines. Comme je dis souvent, en fait, des métiers à tisser, ça se trouve pas sur le bon coin. Faut vraiment en fait connaître les bons endroits. Et donc en 2019, on a commencé à passer en fait la seconde et à se dire c'est bon, on est prêt pour acheter les machines, sauf qu'on l'était pas. Puisqu'en fait ça s'improvise pas en fait le métier de tisserand. Et j'ai rencontré donc deux retraités du tissage qui venaient donc de Roanne et un en fait qui habite à côté de Sommières, qui m'ont permis de comprendre un peu mieux le tissage et puis on a commencé en fait à apprendre pour mettre en place les machines. Et la mission, c'était de ramener justement cet artisanat et ce savoir-faire à Nîmes. La mission, oui, c'était en fait, c'est essayer de se rapproprier quelque chose qui a fait l'histoire de Nîmes, donc c'est le textile. Et ce qui est en fait le plus reconnu et connu, donc c'était le denim. Et donc on s'est lancé dedans effectivement pour ramener un savoir-faire, ramener en fait toute une culture du textile et puis essayer en fait de faire perdurer ça. Aujourd'hui, la mission principale d'Atelier de Nîmes, tu la définirais comment ? La mission en fait principale, c'est faire le meilleur de Nîmes. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'avoir nos propres métiers à tisser, ce qui est très rare en fait pour des marques de vêtements. Je sais qu'en France, on est les seuls en fait à fabriquer notre propre toile, peut-être même en Europe. Ça fait l'avantage de pouvoir créer des toiles qui sont vraiment originales avec les meilleurs fils. Moi, en fait, je peux avoir vraiment la main mise en fait sur
les qualités des fils, des produits, etc. Donc, je vais directement les chercher. Nous, on se source beaucoup, donc c'est du fil coton qui vient de Turquie, en coton organique, et tout ce qui va être laine, soie, cachemire, nous, on se source en Italie, donc chez les mêmes fournisseurs que ceux du groupe LVMH, et ça me permet de pouvoir, en fait, créer des nouveautés, des nouvelles toiles, et c'est ce qui va vraiment faire on met l'accent vraiment sur la création de la toile et sur sa qualité. Ok. Au cours des 20 dernières années, il y a quand même une fuite de l'artisanat en France. Il y a de moins en moins d'artisans, moins en moins de savoir-faire. Toi, tu t'es dit, non, moi, je veux ramener ce savoir-faire-là à Nîmes et je veux faire fabriquer en France, quitte à ce que ça me coûte plus. Est-ce que ça se répercute sur un prix plus cher pour le consommateur? Alors, en fait, bon, l'artisanat a toujours été différent. Ce qui a eu une fuite, en fait, c'est surtout la fuite de l'industrie, et ça date pas des 20 dernières années, ça date encore d'avant, 40 ou 50 ans. C'est vrai qu'il y a eu une recherche de rentabilité, une recherche, en fait, de productivité, sans réflexion derrière. Alors, c'est vrai qu'il y a des outils, en fait, du quotidien qui peuvent être industrialisables, et puis bon, qui sont forcément moins chers, en fait, d'être faits ailleurs. Mais je pense que l'artisanat, a une réelle plus-value, en fait, en tout cas ici en France et particulièrement à Nîmes, et je pense que le bien faire, le bien fait, peut avoir, en fait, de l'avenir ici. Hmm. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour un consommateur d'acheter du Atelier de Nîmes plutôt qu'un Lévis? L'intérêt, bon, forcément, c'est effectivement avoir une toile qui va avoir une qualité autre que le jean Levi's. Maintenant, la plupart des vêtements qu'on trouve dans notre quotidien sont beaucoup mélangés avec des polyesters ou des polyamides, donc c'est du plastique, faire baisser les coûts, et un mélange coton-plastique, ça réagit différemment, en fait, les fibres sont pas faites pour être mélangées, donc ça va faire des vêtements qui vont être déformés, qui vont vite s'user. Nous, on n'utilise que des matières naturelles, des matières qui sont toutes certifiées écologiques, en tout cas sur le coton organique. Sur notre laine, on utilise, en fait, des laines qui ont un label, en fait, c'est RWS, c'est Responsible Wool Standard. C'est-à-dire, en fait, que les moutons qui ont servi, en fait, à laine n'ont pas été maltraités et ont été élevés, en fait, dans le bien-être animal, et ça, c'est vraiment, en fait, possible que parce qu'en fait, on produit, nous, en petite quantité. On essaie de maîtriser, nous, nos coûts, parce qu'en fait, comme on tisse en interne, on n'achète pas notre toile même. Donc, en fait, on peut mettre vraiment la meilleure qualité sur nos produits sans être obligé de passer par un tiers qui va, lui, se prendre sa marge, en fait, au milieu. C'est dur de maintenir son savoir-faire et son artisanat, on va dire, un peu fait à la main, malgré les évolutions économiques, la digitalisation, tout ce qui est développement externe. Non, j'allais dire, en fait, c'est assez simple parce que on se différencie vraiment, en tout cas nous, d'autres marques. C'est-à-dire que comme on a une marque qui est porteuse de sens, une marque aussi qui est, un peu unique dans le paysage, des vêtements. Il y a quand même, en fait, beaucoup de gens qui sont attachés à ça, et j'allais dire, en fait, le plus difficile, ça a été de se réapproprier ce savoir-faire. Parce qu'à Nîmes, il y avait plus du tout de tisserand, il y avait plus du tout d'atelier de fabrication, et c'est ce qui a été difficile. Donc, j'ai eu la chance, moi, de rencontrer 2 retraités du tissage qui m'ont appris à, à tisser, à entretenir les machines, à choisir les bons fils. Donc ça a mis quasiment, 3-4 ans, pour vraiment, en fait, moi, être à même de pouvoir utiliser ces machines. Hem, mais ça permet vraiment, en fait, de pouvoir avoir quelque chose qui est différent, et qui sera facilement, en fait, défendable, heu, pour le consommateur. Oui, justement par rapport à l'histoire de Guillaume, moi je trouve ça remarquable. C'est-à-dire Incroyable. qu'aujourd'hui, aux prémices de la marque, je pense que lorsqu'il parlait de sa volonté de créer cette marque, de retisser à Nîmes, je pense que certains ont dû le prendre parfois presque pour un fou, Ah oui, c'est sûr. clairement. Et aujourd'hui, on voit que le résultat, il est là. C'est à la fois une mise en avant d'un savoir-faire, mise en avant aussi d'un territoire, parce que quand même le fait que sa marque s'appelle Atelier de Nîmes, ce n'est pas pour rien. Mm. Donc il y a vraiment une volonté de créer un lien entre une volonté entrepreneuriale, mais aussi avec un territoire. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est exactement ce qu'il faut encourager. Voilà, aujourd'hui, très clairement, c'est une fierté pour le territoire. Il me disait en aparté que maintenant, même ces jeans sont vendus à l'étranger, et il y a même un point de vente au Japon, et on sait très bien que la relation du jean avec le Japon, c'est quelque chose qui Mm. est vraiment hyper spécialisé, hyper valorisant. Et voilà, et ça montre que
que quand il y a une volonté, il y a aussi des réalisations. Et on en parlera tout à l'heure potentiellement sur des projets qu'on peut mener, mais on voit bien que cette notion de toile de Nîmes, il y a un lien avec notre ville. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on aille. Moi, je me souviens, j'étais gamin, mais Jean Bousquet avait créé un événement Festival du gin, autour Et du du gin Nîmes. avec un festival sous la bulle et tout. Et je crois que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant. On a des formations dans des lycées professionnels avec le design, avec le stylisme, avec la couture qu'il faut qu'on puisse mettre en avant. Il y a aussi potentiellement des grandes marques qu'on pourrait peut-être capter sur le territoire nîmois avec ces collaborations qui pourraient être créées. Donc voilà, moi c'est vraiment sur ce terrain-là, moi je voudrais qu'on aille. Et Vraiment ce qui est réalisé par Guillaume est assez remarquable. C'est empirique parce que tu pars de très loin. Je me souviens, moi, au tout début, lorsque tu avais créé Tamar, moi j'avais essayé autant que possible de donner un petit coup de main. Et on voit bien qu'aujourd'hui, voilà, ça montre qu'il y a vraiment une vraie réalisation, une concrétisation qui est faite. Et c'était l'objectif de ce témoignage, je pense. Moi, je voulais rebondir, en fait, tu vois, tu parlais de formation. Et c'est vrai que, bon, nous, on prend souvent en stage ou en alternance des élèves qui viennent d'Hemingway ou d'autres formations. Et c'est vrai que Saint-Vincent-de-Paul et Hemingway, je crois. c'est ça. Et en fait, ce qui est, j'allais dire, dommage, c'est que nous, en fait, on est un peu les seuls. Et il faut vraiment, en fait, pouvoir essayer de développer encore plus les entreprises, l'artisanat pour qu'il y ait des débouchés. Parce que le problème, c'est que souvent, ils sont obligés de partir, ou alors même, il y en a qui sont obligés même de se réorienter parce qu'il n'y a plus assez de débouchés. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir, comme tu dis, essayer de développer un écosystème local. Surtout que ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, quoi. Voilà, donc à partir du moment où, pour info, quand même, il faut quand même le savoir, les métiers à tisser, ils sont basés à Nîmes, dans le quartier Montory. Franchement, il y a une vraie, c'est une impulsion qui est vachement intéressante. Et on retrouve un peu, parce qu'à l'époque, tu m'expliquais que dans les locaux, c'est des locaux historiques sur la ville de Nîmes, où avant, il y avait des industries. Et on voit qu'aujourd'hui, malgré le phénomène de mondialisation et tout, il y a une volonté de réindustrialiser sur le territoire. Et voilà, en cœur de ville, je trouve ça vraiment remarquable. Mathieu, tu es co-dirigeant de Café Nadal, une entreprise bien connue, je pense, de tous les Nîmois et les Nîmoises. Qu'est-ce que la maison représentait pour toi avant que tu l'intègres en tant que co-dirigeant ? Alors, la maison représentée pour moi, elle a quelque chose d'un peu, dans mon histoire assez historique, parce que le co-dirigeant, l'ancien co-dirigeant était mon voisin, et accessoirement aussi mon parrain. Ça s'est fait comme ça, on n'a pas du tout la même famille, et du coup, c'est souvent lui qui m'emmenait quand même à l'école avec ses enfants le matin et à midi, et dans cette voiture qui sentait le café, donc il y avait quand même un petit côté, une certaine Madeleine de Proust au départ. Et ce qui m'a amené après à m'associer avec son fils, du coup, c'est son fils qui a repris l'entreprise. Ce qui m'a amené à m'associer avec lui, c'est quand j'étais à Paris après dans l'industrie pharmaceutique, j'avais dit que si un jour il devait vendre son entreprise ou que son fils éventuellement reprenne l'entreprise et qu'il cherche un associé pour se développer, à ce moment-là, il pouvait éventuellement m'en parler parce que ça pouvait m'intéresser. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que son fils a repris l'entreprise et il a cherché un associé pour se développer. Donc, comme je lui avais dit ça, il est venu me voir. Voilà, il m'a donné tous les documents, les bilans, et j'ai tout analysé. Et puis, je me suis dit, ça vaut le coup. On y va. Voilà. Et aujourd'hui, Café Nadal, c'est une entreprise donc, de torréfaction de café. Vous faites importer le café vert. On importe le café vert. Ouais, et vous le faites torréfier à Nîmes. On le torréfie tout sur Nîmes. On a un entrepôt à côté de l'avenue Mache-à-Join, là, derrière la Chambre des métiers. On a délocalisé la torréfaction du centre-ville parce qu'on avait le torréfacteur historique est au centre-ville, mais ça nous imposait de torréfier magasin fermé pour des normes de sécurité, et donc on était obligé de torréfier le matin de 6h à 8h, et on était limité en termes de production, ou alors il fallait encore se lever plus tôt et commencer plus tôt. Et on a on a délocalisé juste avant le confinement parce que l'agriculteur chez qui on stockait le café vert voulait vendre sa ferme et nous a demandé éventuellement de chercher un autre local pour voir. Donc, on a cherché à acheter, on a acheté un autre local et on s'est dit, tout stocker à tel endroit et on avait la place, autant mettre un torréfacteur et tout faire sur place. Voilà. Quel est le savoir-faire particulier dans la torréfaction de café pour ceux qui ne comprennent pas forcément par quelle étape passe le café avant de se retrouver dans leur tasse ? Alors, déjà rien qu'avant l'étape de la torréfaction, il y a déjà beaucoup d'étapes en amont. Bien sûr. D'accord. Il y a déjà la récolte du café, à quel endroit pousse le café, l'altitude, l'ombre, l'humidité, qui sont des facteurs primordiaux, un peu comme dans le vin, le raisin.
La deuxième chose, c'est la préparation du café. Au départ, le café, c'est une cerise. Donc, il faut le dépulper, il faut enlever la pulpe de cette cerise, récupérer les grains. Les grains, les faire sécher, soit par voie humide, soit par voie sèche, qui ne vont pas donner les mêmes rendus. Ensuite, ces cafés sont importés via des importateurs. On sait pas, on voit la publicité et le torréfacteur qui se déplace et qui récolte son café et en sentant le café, il est bon gringo. Non, ça se passe pas comme ça. prendrait du temps. Ça prendrait du temps et c'est un autre métier. Ouais. Donc, non, on passe par des importateurs. En fait, nous, notre café, on l'achète en bourse. On passe des contrats boursiers avec tel ou tel importateur, suivant les origines des cafés. On se positionne, on essaie d'acheter le plus en amont possible, c'est-à-dire si on peut acheter 1 à 2 ans avant de recevoir le café, on achète des contrats à terme. Et ces contrats à terme, quand ils arrivent, donc on est acheté pour septembre 2027, on arrive en septembre 2027, il faut qu'on fasse rentrer le café. Mais je vais demander à l'importateur de m'envoyer tous les échantillons de café. Et c'est là que je vais goûter tous ces échantillons. Je vais dire, je veux celui-là. Je veux tel café. Voilà. Mais par contre, mon prix est fixé bien en avance. Et vous, votre savoir-faire, il est vraiment dans la torréfaction une fois que vous recevez le café? Donc, la sélection. La sélection des cafés. Et ce qu'on fait quand même avec les importateurs, c'est qu'on n'est jamais sûr entre le café que l'on goûte et le café que l'on reçoit. Jamais forcément toujours le même. Oui. Donc, on garde un échantillon gris, un échantillon vert. Donc, on part à la réception, déjà, pour être sûr d'avoir le même lot. Après, la torréfaction, oui, la torréfaction apporte le degré de torréfaction, c'est-à-dire le temps pendant lequel on va le torréfier, les courbes de température, en fait, qu'on n'avait pas avant sur notre ancien torréfacteur. Maintenant, on a un torréfacteur, on va dire, informatisé qui nous permet, en fonction du degré d'hygrométrie, d'humidité du café, si vous voulez, de suivre une courbe de température idéale, parce que le café, c'est un peu comme un peu comme du maïs, du popcorn, ça gonfle, ça craque, ça perd en poids. Et il y a des seuils où il faut atteindre une certaine température, ne pas baisser et ensuite baisser pour l'amener à sa couleur finale. Qu'est-ce qui fait la spécificité aujourd'hui de votre torréfaction? Alors, la spécificité de notre torréfaction, je ne peux pas dire qu'elle soit idéale. En tout cas, c'est comme nous le pensons idéal. Voilà. Parce qu'on pourrait torréfier de manière beaucoup plus claire. Et on a des cafés beaucoup plus acides, beaucoup plus vifs, mais un peu plus fades. On pourrait torréfier de manière beaucoup plus foncée aussi, pour avoir des cafés avec plus d'amertume, plus de corps, plus de puissance, mais moins de délicatesse. Donc, on essaie de trouver le juste milieu qui nous semble idéal. Après, c'est à l'appréciation des consommateurs ensuite. C'est dur de reprendre une entreprise qui est centenaire, même plus que centenaire, elle a 105 ans, il me semble, de 1919. Alors, dur de je sais pas, je peux pas dire que c'est dur ou pas dur. En tout cas, ça me plaisait. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est toujours moins dur de reprendre une entreprise qui marche que de créer son entreprise. Voilà. On peut toujours faire péricliter l'entreprise ensuite, mais si ça vous plaît et que vous faites tout pour que ça marche et le développer, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Bien sûr. Et je vais te poser la même question par rapport au savoir-faire traditionnel qu'on doit moderniser. Le passage à la capsule, il a été compliqué chez Café Nadal? Alors non, le passage à la capsule n'a pas été... Non, il n'a pas été compliqué. Enfin, c'est surtout que ça a été génériqué. On a eu le droit de le génériquer quand les brevets sont tombés dans le domaine public. Nespresso, ça doit faire, je sais pas, une quarantaine d'années que ça existe. Donc, ça doit faire 15-20 ans on a la possibilité de le génériquer. Pour le génériquer, il a fallu que des entreprises mettent les process au point pour fabriquer les capsules en aluminium, que les gars se fournissent. Au départ, on a essuyé un peu des plâtres parce que c'était pas tout à fait au point. Il fallait une mouture particulière pour les capsules. Donc, au départ, ça n'a pas été évident, mais par contre, on a vite compris qu'il fallait qu'on le fasse. Voilà. Et après, maintenant, on connaît les fournisseurs, mais c'est un peu comme le métier à tisser, c'est un peu la même chose. Il faut connaître les bons acteurs pour pouvoir avoir les bons produits. Créer ta chaîne de Exactement. valeur et Exactement. logistique. Julien, on a 2 entrepreneurs avec nous qui ont fait un choix rare, c'est le choix de produire en France. Il y en a beaucoup qui délocalisent, qui partent ailleurs, qui produisent ailleurs et vendent juste en France pour éviter tout ce qu'on connaît en France qui est compliqué pour l'entrepreneuriat. Comment on fait à l'échelle d'une ville pour rendre ce choix moins héroïque et plus un choix classique, Produire en France, c'est surtout produire à plus Nîmes. accessible? C'est vraiment leur spécificité à tous les deux. C'était un choix assumé. Et comme le dit Mathieu, il y a vraiment une vraie complémentarité.
une entreprise historique, voilà, avec une renommée, comme c'est le cas dans d'autres produits aussi autour de la gastronomie, la brandade, les croquants. Il y a vraiment une vraie spécificité autour de la ville. Juste un petit point, c'est qu'on ne produit pas, on transforme. Oui, oui, oui. Oui, il y a Voilà, bien sûr. ouais. Mais il y a quand même, malgré tout, vraiment, voilà, ce Ah oui, oui, savoir-faire qui est mis en évidence. Et Guillaume, à l'inverse, c'est la création d'une entreprise. Donc, vraiment une complémentarité par rapport à cela. Là où, très clairement, il y a une nécessité à ce qu'il y ait un accompagnement, c'est une mise en évidence et une mise à l'honneur de ces dynamiques-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la sphère privée, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine du développement économique. La ville, en tant que telle, c'est pas une vocation première, c'est pas non plus une vocation des pouvoirs publics d'être, on va dire, à la manœuvre, mais au contraire, là où la mairie ou les collectivités peuvent accompagner, c'est véritablement sur une mise à l'honneur, sur lorsqu'il y a une volonté d'expansion, comment la ville peut trouver des moyens de nouvelles localisations, de nouveaux emplacements et de quelle manière on peut accompagner. C'est-à-dire que voilà, il y a un rôle aidant, il y a un rôle parfois de facilitateur, un rôle de liant qui peut être mis en évidence. Et c'est aussi toute une politique en matière de tourisme, en matière d'attractivité du territoire, qui peut être bénéfique par rapport à leurs entités. Et clairement, lorsque on regarde sur, à l'échelle d'une ville, la vitalité du centre-ville, très clairement, ça sera des éléments bénéfiques pour ce type d'entreprise-là. Bien sûr. Si demain la ville met en place un musée du textile et du denim, je pense que ça sera ô combien intéressant et ô combien bénéfique pour Guillaume au travers de sa marque. Et c'est là véritablement où le politique il est aidant. C'est vraiment sur la mise en place de projets qui aurait un lien par rapport au but initial et à Mhm. l'ADN de l'entreprise. Guillaume, on va revenir sur l'atelier de Nîmes rapidement. Quelle est la plus grosse difficulté aujourd'hui dans ton quotidien, dans la gestion de cette entreprise? Gros, Ce qui te réveille la nuit ou ce qui te tient éveillé très tard? j'ai trouvé maintenant une solution, c'est que je lis avant de dormir et comme ça, au moins, je pense à autre chose. Mais en fait, j'ai pas vraiment en fait de grosses difficultés principales. C'est un paquet en fait de difficultés qui sont là, mais euh, Tu recommandes aujourd'hui aux gens d'entreprendre en France? oui, oui, ça c'est sûr. De toute façon, moi je recommanderais même aux jeunes en fait d'entreprendre parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait il y a eu pas mal de formations qui ont aucun débouché et en fait il faut essayer d'entreprendre. Et plus c'est fait tôt et mieux c'est, parce que même sans expérience. Moi, je sais que j'ai travaillé en tant que salarié, même pas un an, en fait, dans ma vie, et donc je me suis lancé, en fait, dedans. Alors c'est vrai que j'ai des plâtres, on peut dire, mais en fait, j'ai fait quelque chose qui me plaisait, qui était, en fait, pour moi, qui vraiment me donnait du sens. Et puis, en fait, je trouve que l'écosystème en France, que même à Nîmes, en fait, est plutôt bien fait. C'est-à-dire qu'il y a pas mal, de d'aide, à l'entrepreneuriat, sur des conseils, même tout est bien fait en fait, sur les réseaux. C'est un truc simple, hein, des réseaux routiers, des réseaux de la communication, la poste et cetera. En fait, tout est bien fait pour entreprendre. Et puis, c'est vrai que les plus grosses difficultés que je pourrais avoir, c'est peut-être parce que comme c'est un truc particulier sur de l'entrepreneuriat, tissage, c'est qu'en fait, il y a pas de formation de tisserand ici à Nîmes. Mais nous, on va essayer de mettre ça en place pour qu'il y ait des formations en interne. Là, nous, en fait, sur nos 2 dernières embauches, on essaie de former aussi en interne. En fait, le but, moi, donc de la société, c'est que, tout le monde puisse être à même de pouvoir faire fonctionner les machines. Si jamais moi, je suis pas là, pour X raison, qu'Aurore ou Florian qui travaillent avec moi puissent, mettre en place les Une machines et qu'il y ait une continuité. continuité, en fait, sur la production. Après, c'est ce qui est important, c'est que, Nîmes puisse avoir, en fait, toujours une belle Mmh. image. Ça fait partie aussi de la vente, heu et c'est vrai que tout ce qui peut être entrepris dans le fait de faire venir, du touriste, des gens puissent, en fait, qu'il y a un vrai axe. Mmh. C'est vrai que maintenant, nous, notre clientèle au magasin, on a, au moins 30 de clientèle étrangère, que ça soit en fait des Américains, des Mexicains, des Canadiens, heu, même en fait, ils viennent même de plus loin, hein. On a eu des Philippins, des Australiens
tous les citer. Mais c'est vrai qu'on tout ça de rendre une ville en fait attractive et belle, c'est important. Et puis c'est vrai qu'il faut aussi faire venir essayer de faire revenir, comme je dis souvent, moi, des 10 mois qui sont partis soit à Paris, soit à Marseille, essayer de les refaire venir en fait à Nîmes pour qu'il y ait une dynamique, que ça rajeunisse aussi. Je me suis aperçu, j'ai eu 2 petits récemment, dans certains endroits, particulièrement je trouve en Espagne, où il y a pas mal de choses qui sont faites pour les enfants, et je trouve que ça serait intéressant aussi de faire ça à Nîmes pour faire venir en fait des familles. Il y a vraiment une notion d'ouverture en réalité. Il faut que la ville, elle puisse s'ouvrir. Il y a un souci de désirabilité, c'est-à-dire que ce soit une ville qui fait rêver par rapport à un public extérieur ou, comme le dit Guillaume, par rapport à des jeunes qui sont partis quelque temps, et c'est normal d'aller voir ce qui se passe ailleurs et qui sont en capacité de revenir. Par rapport à la notion d'artisanat, je crois qu'aujourd'hui, là où on pourrait vraiment proposer quelque chose, c'est-à-dire qu'au vu de toutes ces initiatives autour de l'artisanat, là, on a l'exemple avec Mathieu et Guillaume, mais il y en a des dizaines en fait sur Nîmes, sur l'artisanat, sur cette volonté du savoir-faire. Je crois qu'on pourrait peut-être imaginer une notion de labellisation, avec un label de Nîmes, non pas par rapport à la toile, mais par rapport à la ville, pour mettre à l'honneur cet artisanat et aussi pour montrer, d'un point de vue en interne, mais aussi en externe, à l'ensemble de la population, il y a vraiment ce savoir-faire nîmois. Et là, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire. Pourquoi pas envisager la conception de rues ou d'un quartier qui soit propre à l'artisanat pour montrer voilà, cette vraie volonté, cette notion de synergie qu'il peut y avoir par rapport à cela. Il y a vraiment cette volonté de mettre à l'honneur par rapport à ce que dit Guillaume aussi sur la notion d'intergénérationnel, par rapport aux enfants, par rapport aux familles. Il faut absolument qu'il y ait une vraie prise en compte au travers des espaces publics, au travers des politiques publiques, qu'on puisse véritablement satisfaire l'ensemble des générations. Moi, je m'en suis fait un point d'honneur personnellement. Je crois qu'aujourd'hui, dès lors qu'on montrera qu'il y a une jeunesse qui s'engage, une jeunesse qui entreprend, ça montrera la vitalité du territoire. C'est aussi comme ça qu'on pourra faire venir de nouvelles populations et qui derrière permettra d'avoir cet écosystème qui permettra de valoriser ces initiatives-là. Mathieu, tu es d'accord avec ces affirmations? Tu penses que c'est facile d'entreprendre en France et qu'on devrait le faire? D'entreprendre en France, alors, ça, d'entreprendre, oui, tout, c'est une question de volonté. La question de volonté, c'est une question aussi d'état d'esprit. L'état d'esprit des jeunes, comment ils ont été éduqués, comment les études qu'ils ont suivies, l'environnement. Et ça dépend aussi de l'État et de la volonté que donnent les enseignants aux élèves. Primordial. Moi, j'ai envie de dire que oui, travailler pour soi, c'est quand même très agréable, malgré les contraintes que ça peut avoir. Et il y en a beaucoup. Faut pas, en termes de disponibilité, de temps, d'horaire. Moi, j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps quand même. Un peu moins maintenant parce qu'on commence à arriver à déléguer. Mais au début, j'ai quand même fait pas mal d'horaires, je le reconnais. C'est difficile de déléguer? C'est difficile de déléguer. Non, si vous formez bien les gens. Et si vous avez confiance en gens qui vous déléguez, non, c'est pas difficile de déléguer. Et de toute façon, si vous ne déléguez pas, vous ne pouvez pas avancer. Ok. Voilà, je pense. Et après, pour dire aux jeunes, oui, alors c'est bien de travailler dans une entreprise, c'est bien d'avoir un patron. C'est vrai qu'on a un salaire. Alors peut-être que si on est en entreprise, vous créez votre entreprise au départ, vous aurez un salaire un petit peu inférieur, mais de ne pas avoir de patron aussi, ça a un prix. Et aujourd'hui, la plus grosse difficulté que vous avez chez Café Nadal tous les jours, ça va être plus sur des problématiques de recrutement, de Alors, développement? des problématiques, elles changent tous les jours. On a des soucis quotidiens, ça, ce sont des petits soucis. Non, la problématique principale, on va dire, c'est la gestion. C'est le temps que demande la gestion par rapport à le temps qu'on perd à de la gestion, tout ce qui est normes, tout ce qui est même pas les salariés en eux-mêmes, mais tout ce qui tourne autour, ça prend du temps, oui. C'est vrai il y aura moins de cette paperasse, on peut dire. On gagnerait le temps pour développer aussi. Oui, je voulais rebondir aussi tes locaux, parce qu'en fait, ça n'a pas été trop compliqué en fait de retrouver un endroit pour stocker. Au départ, on voulait louer, puis on a vu que c'était à peu près la location ou l'achat, c'était à peu près le même prix. Donc on s'est dit, on va acheter. Puis non, non, ça n'a pas été compliqué. Peut-être qu'on a eu une opportunité, on a peut-être eu un peu de chance à ce moment-là. Bon, c'est vrai que de toute façon, comme dans tout, il y a un moment, il faut un peu de chance aussi. C'est sûr.
Parce que c'est vrai que je trouve qu'en centre-ville, si tu veux effectivement, nous, l'atelier, bon, on a de la chance de ne pas être très loin du centre-ville, mais si on veut s'agrandir, et cetera, on a la volonté de rester dans le centre-ville, c'est assez compliqué parce que tu as pas vraiment des locaux, Les grands locaux des sont. grands Non, locaux. ouais. Alors peut-être qu'il faut que tu aies comme tu dis, ton atelier de tout les tissages Ouais. à l'extérieur et puis après le point de vente en ville. Ouais. Ça, c'est possible aussi. Hein. Oui, c'est important. Ouais. Nous, on a préféré, nous, on a besoin de place, on a besoin de Mm. stockage, on a besoin pour la torréfaction, et pour la gestion des produits. Enfin, on a un local où on a tout ce qui est produit non conditionné et on a et un autre local avec tout ce qui est produit fini. D'accord. C'est vrai que c'est très pratique et puis ça permet de déléguer, nous, de ne plus avoir forcément à gérer la torréfaction parce que les cours sont enregistrés, donc il n'y a plus qu'à dire je torréfie tel café et ça suit exactement ce qu'on dit. C'est vrai que c'est un gain de temps pour développer autre chose. Ouais. Et ton atelier est pas très loin de la boutique. Et notre atelier est donc avenue du Maréchal Juin, Oui. derrière la chambre de métier. Donc D'accord, c'était ouais, un c'est local pas très loin, là, ça nous intéressait parce que c'était près de l'autoroute Mmh. pour pouvoir, parce qu'on tout ce qui est capsule, tout ce qui est conditionnement, on le fait à côté de moi entre Nîmes et Montpellier, à D'accord. Saint-Onès. Donc j'avoue que c'était très pratique. Ouais. On parle beaucoup en France de pression fiscale sur les entrepreneurs. Quelle est votre réalité par rapport à ça pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas entrepreneurs eux-mêmes, qui ne bossent pas dans les sociétés? La pression fiscale, bon, elle y est, la pression fiscale, oui. Ça n'empêche pas d'avancer. Ça n'empêche pas d'avancer. Il n'y aurait pas de pression fiscale. C'est pas forcément la pression fiscale, c'est plus les charges des salariés. Moi, j'avoue que si on avait moins de charges sur les salariés, moi, ça coûte très cher. Oui, c'est sûr. Oui, je prendrais beaucoup plus d'employés, ça me permettrait de nous développer autrement. Oui, alors, le juste milieu, je le connais pas, je Bien suis sûr. pas. En fait, ce qui est surtout impactant dans cette idée, c'est pas tant en fait ce que tu vas payer ou c'est comment l'argent est utilisé pour derrière. Derrière, ouais. Et c'est vrai que bon, après il y a des choses en fait qui peuvent être importantes pour développer l'écosystème, et cetera. Donc c'est pas dérangeant effectivement de payer. Et quand on voit par exemple notre truc sur le système des retraites, et cetera, et on s'aperçoit que parfois si tu payes des charges, peut-être finalement tes employés n'aient pas de retraite. Oui, ou nous. Ouais, ou nous. Ou nous. Ouais, de toute façon, bon, ça, une autre histoire. Tu es plus jeune que moi, mais moi, j'ai reçu mon rappel. Julien, quel est le rôle aujourd'hui d'une ville dans justement la gestion et l'accompagnement des entrepreneurs? Qu'est-ce qu'une ville, une mairie peut faire pour les accompagner, les aider dans leur développement? Alors en réalité, c'est pas une compétence de la ville, c'est une compétence de l'intercommunalité, donc de la communauté d'agglomération. Et aujourd'hui, on voit qu'une des grandes difficultés, c'est la notion du foncier. C'est aujourd'hui, on manque d'espace pour accueillir un certain nombre d'entreprises ou pour accompagner des entreprises qui souhaitent de se développer. La chance qu'on va avoir, c'est que à horizon, à quelques mois, quelques années, il va y avoir de nouvelles zones d'activité sur Nîmes qui vont s'ouvrir. Je pense notamment au secteur du marché-gare sur la route de Montpellier, avec là un nouveau pôle économique hyper important qui va se développer. Il y a aussi tout un pôle qui peut se développer autour de Auch, et notamment Auch Université, où là, très clairement, il va y avoir une nouvelle zone d'activité qui va pouvoir ouvrir dans les futurs mois. Ça montre qu'il y a à la fois un manque de foncier qui est criant sur Nîmes, mais ce n'est pas que, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien toutes les difficultés qu'il y a pour ouvrir des zones urbanisées, notamment par rapport aux entreprises. Et en même temps, ça va aussi nous permettre d'accueillir de nouvelles entreprises et de pouvoir accueillir de nouveaux salariés. Et donc, derrière, avec de nouveaux leviers fiscaux, avec des entreprises et donc des familles qui vont s'installer sur Nîmes. Et ça, il faut qu'on arrive à développer tout en gardant notre attrait de ville à taille humaine. Donc, il y a un accompagnement qui est fait par rapport à des recherches d'un point de vue du foncier. Et après, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un lien entre les mises en œuvre de politiques en lien avec la mise en œuvre de l'idée de l'entreprise. Par exemple, pour revenir par rapport à Atelier de Nîmes, demain, si la ville peut créer une maison du textile, parce qu'on avait employé souvent le terme de musée, qui pour moi n'est pas forcément le mieux adapté, eh bien qu'on arrive à créer une maison du textile et du de Nîmes pour expliquer aux gens toute l'histoire de cette toile de Nîmes et son histoire avec Nîmes, et bien demain, ça pourra aussi permettre à un certain nombre d'entreprises de se développer et pourquoi pas aussi accueillir de nouvelles initiatives par rapport à cela. On parlait tout à l'heure de la notion de formation, aussi l'accueil d'ambassadeurs, de prêt-à-porter et qui pourraient potentiellement être des parrains. Il y a tout cet écosystème
qu'on pourrait mettre en place. Et puis aussi, le rôle des collectivités territoriales, c'est aussi permettre d'avoir des enjeux en termes de mobilité, en termes d'infrastructure. C'est tous ces enjeux-là qui pourraient permettre à accueillir de nouvelles initiatives. Donc aujourd'hui, clairement, la collectivité, quelle qu'elle soit, elle ne peut pas pallier à l'initiative privée, mais par contre, elle peut accompagner et épauler des initiatives d'entreprise. Bien sûr. Je suis assez d'accord, oui, c'est pas la vie enfin, c'est pas la mairie ni de s'occuper du privé et de la société, enfin, c'est pas son rôle, à mon sens. Par contre, faire en sorte, comme tu dis, la mobilité, les voies d'accès pour accéder rapidement à tout commerce ou zone commerciale, oui. C'est Ça- faciliter la vie de l'entreprise. C'est faciliter la vie de sans l'entreprise interférer. et des gens aussi qui viennent, qui vont travailler et ainsi de suite. Bien sûr. La Place de mobilité, parking. à mon sens, c'est Il y a- primordial. Ouais. Il y a plein de choses qui ont été menées dans ce rôle d'accompagnement. Mais c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, on a la chance, entre guillemets, d'être un territoire hyper bien situé d'un point de vue de sa géographie, sur l'arc méditerranéen. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à la notion de mobilité. Lorsqu'on parle, par exemple, de la gare Nîmes-Pont-du-Gard et la connexion entre Nîmes-Pont-du-Gard et Nîmes-Centre, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de mettre en œuvre ce qu'on appelle la troisième voie qui permettrait de faciliter. Lorsqu'on parle du développement de l'aéroport, c'est aussi un axe par rapport à l'accompagnement qu'il peut y avoir. Problématique du stationnement, tous ces sujets-là sont des sujets qui pourraient permettre demain de montrer une nouvelle image. Et puis aussi, ce qu'il faut envisager, c'est que en fait, une ville, c'est aussi une marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville de Nîmes, il faut aussi qu'elle sache se vendre à l'extérieur. Donc, il y a une notion de marketing qu'il faut mettre en place, je D'où pense. le label. D'où le label de Nîmes. Pourquoi pas aussi aller encore plus loin sur cette toile de Nîmes avec voilà, cette notion. Voilà, aujourd'hui, c'est à Nîmes que ça se passe. Quoi, voilà. Et ça, dès lors qu'on aura ce message positif, dès lors qu'on aura ce souci de savoir se vendre, à ce moment-là, ça va aussi permettre de créer cet écosystème vertueux pour permettre à des chefs d'entreprise de s'installer, à des chefs d'entreprise de se développer. Et c'est aussi ça, en fait, la marque de fabrique d'un territoire. On a la chance d'avoir une ville qui a une histoire, qui a un ADN. Et cet ADN, il faut qu'on arrive à le développer. Et c'est au travers de ce type d'initiative qu'on y arrivera. J'avais une question pour vous, justement. Comment on exporte le savoir-faire nîmois et comment on se revendique de Nîmes et on en fait un vrai argument marketing pour s'exporter au national? Là, je vais plutôt laisser la parole à Guillaume parce que c'est lui qui va s'exporter en Nîmes. Moi, j'ai tendance à avoir un marché assez local. Oui, c'est ce que j'allais demander. Et je sais pas, alors l'idée est bonne hein, d'avoir un artisanat de Nîmes, mais personnellement, je suis pas sûr que ça s'applique à moi parce que ce sont des marchés très locaux et d'aller vendre moi mon café à Marseille, de dire que je suis de Nîmes, peut-être que les Marseillais préfèrent acheter un café Marseillais, alors que la toile de Nîmes, oui. T'as un côté chauvin aussi à Nîmes, c'est vrai que les gens aiment bien acheter. Bah oui. Côté Il y a un chinois, vrai chinois. Je pense que dans toutes les villes, c'est Ouais, comme ça, ouais. mais c'est vrai que le côté de Nîmes pour le jean, ça peut être, peut être très intéressant. Pour le label, faut que ça soit quand même un truc assez restrictif. Bien sûr. Avec, Il faut pas que ça soit un des charges. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait des recommandations et Ouais. que les gens s'intègrent dans ces recommandations. Donc l'artisanat, en fait, ça reste quelque chose, en fait, un peu d'exception, Bien sûr. un peu de travail bien fait. Surtout que l'artisanat, dans les années à venir, avec l'IA, l'artisanat ne peut croître. Bien sûr. Oui, parce que c'est des métiers, en fait, qui sont pas... tu peux pas avoir une IA, en fait, qui va faire torréfier du café. Non, c'est pas possible. Et puis, Donc, c'est des métiers nobles en soi. ouais. Parce que voilà, il y a cette création, cette transformation. Et à ce moment-là, comme tu le dis, ça peut pas être remplacé, en fait. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même une volonté de la part de nos concitoyens de contribuer à cette mise en évidence de ce savoir-faire. Voilà. Oui. Et à partir du moment où il y a une adhésion de la part de la population, ça veut dire que ça matche et que ça fonctionne. Et à ce moment-là, pour le coup, entre guillemets, la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas délocaliser, on ne peut que promouvoir un territoire et des initiatives et ce savoir-faire. Et à ce moment-là, le politique, il a uniquement pour but de promouvoir. Voilà. De promouvoir, de faire la publicité et d'être aussi un rôle d'ambassadeur. Et d'attirer bien sûr. effectivement des consommateurs et des gens. En fait, Totalement. Donc, je sais que c'est vrai que depuis 10 ans, la création de la société, on a embauché 5 personnes et on n'aurait jamais pu embaucher ces 5 personnes sans en fait, que les Nîmois viennent acheter nos produits. Donc ça commence déjà pour... Donc nous, ça a commencé vraiment en fait. Nous, en fait, les Nîmois nous ont permis en fait de mettre le pied à l'étrier pour commencer déjà, nous, avoir une trésorerie et acheter des machines, etc. Et grâce à ça, en fait, ça nous a permis effectivement maintenant de pouvoir distribuer un peu ailleurs.
grâce à notre site internet, on distribue un peu partout dans le monde. Et là, maintenant, on travaille avec 2 boutiques en Belgique, une aux Pays-Bas et 2 au Japon, Non. qui nous revend en fait nos produits. Mais il y a vrai une que vraie maintenant, fierté en fait. Oui, hein. c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a une vraie fierté dans ce que vous proposez de dire on vient de Nîmes et Ouais. volontairement on reste à Nîmes, on reste dans un tissu local. Alors Après, moi, peut-être, c'est vrai ouais. que j'aurais pas pu le faire à Montpellier. Non, mais peut-être qu'on est en fait. D'un point de En vue fait, aussi Théo, personnel, non. Théo, en réalité, on est tous les trois Nîmois et Ouais. on est vraiment fiers en fait Bien sûr. d'être Nîmois. Et cette fierté, alors peut-être que c'est le cas sur d'autres territoires, peut-être que je suis pas assez objectif pour le dire, mais on a vraiment une vraie volonté, et je m'inclus là-dedans, de mettre en évidence à la fois de notre ville, cette fierté d'appartenir à cette ville et notre capacité à savoir se défendre. Quoi. Voilà, Mm. faut pas oublier, voilà, le crocodile, il y a vraiment une volonté de montrer un esprit combatif par rapport à cela. Et ça montre à quel point cet attachement à notre territoire, il est valorisant. Voilà. Et que quand on dit qu'on vient de Nîmes, en fait, on ne vient pas d'ailleurs. Quoi. Voilà. Et cette fierté, ça transpire aussi dans les propos de Mathieu et de Guillaume. Et je trouve ça, c'est intéressant. Comment Moi, non, j'allais juste rebondir effectivement parce que Nîmes, c'est une vieille ville, c'est une des plus vieilles villes de France. Il y a une vraie Donc, histoire. il y a une histoire et bah, tu as tout ce passé romain, etc. en fait, qui est vraiment prégnant en fait chez tous les gens. Bien sûr. Et c'est vrai que ça, c'est important en fait de mettre en avant. J'ai bien aimé la réflexion sur l'IA et sur l'importance de faire quelque chose de ses mains et de faire quelque chose qu'un ordinateur ne pourra pas faire. Quelles seraient vos recommandations, justement, à un jeune ou quelqu'un qui est employé, qui veut bifurquer vers un métier plus artisanal pour entreprendre et entreprendre surtout à Nîmes? Qu'est-ce que vous lui conseillerez pour débuter? Au début. Non, moi je dis ça, je dis, par exemple, si si demain je pourrais retourner faire des études, est-ce que je ferais des études comme j'ai fait une école de commerce, des trucs comme ça? Je sais pas. Parce que maintenant, en vieillissant, moi, ce qui me plairait maintenant, pas par de exemple, temps. c'est faire de l'ébénisterie, de la création de meubles, d'étagères, de trucs, de conception. La conception, ça me plairait. Et c'est un travail manuel. Ouais, je me dis que ça, j'ai cherché pour chez moi quelqu'un pour me faire un meuble. C'était l'enfer pour trouver quelqu'un de compétent et à un prix correct. Donc, juste de se lancer, quoi. Juste de se lancer. Et toi? Bah, moi, j'aurais tendance à dire en fait de pas écouter les conseils. Mais c'est vrai que tu as des conseils en fait. C'est vrai que bon, c'est assez vague. C'est vrai que les jeunes, puis même depuis des années, ils ont tous une même voie et en fait on les pousse à faire des études, beaucoup d'études, parce qu'en fait on dit vous allez avoir un meilleur avenir si vous faites en fait des études. C'est un petit peu comme ce que tu disais, c'est que euh, parfois les études les plus simples sont les meilleures. Alors après, c'est facile à dire parce que bon, quand toi aussi tu as fait des études, c'est important en fait d'avoir aussi toute une ouverture à côté. Mais moi, si c'était à refaire, c'est vrai que je ferais peut-être plus des études manuelles, heu, plus rapidement, pour rentrer en fait sur le marché du travail plus rapidement aussi et pour éviter en fait de se retrouver sur des voies qui vont être toutes bouchées. On voit souvent, il y a eu la même mode des études de com, hein, des études en fait, qui finalement sont, trop vastes et pour avoir en fait un boulot qui est un peu plus qui se resserre. Donc il faut essayer de trouver, peut-être des travaux un travail qui est plus manuel. Vous pensez que le secret, c'est d'être dans le concret très vite? Dans le concret, puis surtout, comme disait mon grand-père, on ne fait rien de mieux que ce qui nous plaît. Surtout, trouver quelque chose qui vous plaît C'est ça. aussi. Et si ça vous plaît pas, on a moins envie de le faire. C'est vrai que ça, par exemple, ça pourrait être aussi un truc en fait qui puisse être lié à la prochaine mairie. C'est que, on voit souvent, il y a des stages et cetera, mais je trouve qu'il y a pas assez d'encadrement. Même parfois, en fait, il y a des stages qui vont être trop longs. C'est-à-dire que, sur certains stagiaires qui vont rester 1 mois sur des stages d'observation, au bout d'un mois, en fait, c'est trop. Tu as déjà tout vu plus ou moins et puis, en fait, bon, après, on peut pas t'occuper tout le temps des Non. stagiaires. Mais avoir, en fait, des petits stages qui sont là, en fait, peut-être sur, 3 jours ou 1 semaine grand max, ça pourrait être intéressant pour que, les plus jeunes, en fait, se disent: «Ah bah tiens, ça peut m'intéresser, ça, aussi». Heu, Oui, peut-être faire plus de stages plus courts. ouais, Que plus les de jeunes aient stages, mais ouais, plus courts. ouais, plus de Ça, vision. et aussi, ce qui me semble important, notamment à l'échelle, c'est en fait de créer un lien entre d'un côté tous les acteurs de la formation, de l'apprentissage,
tout ce qui est relatif aux études et les réseaux économiques. Mm. Voilà. Et aujourd'hui, de mettre en lien, on parlait de la problématique des stagiaires, on voit très bien aujourd'hui la difficulté pour les stagiaires de trouver un stage sur le territoire, c'est de proposer aux entreprises et que le pouvoir politique, entre guillemets, soit capable de créer du lien entre les deux. Et c'est aussi comme ça, du coup, quand ça permettra, de rassurer les jeunes de s'engager dans des études, notamment sur la volet d'alternance ou dans des études professionnalisantes, et en même temps de dire aux entreprises, en fait, voilà, c'est pas une charge, en fait. On vous propose des services avec, et qui soient adaptés. On aura l'occasion, Théo, de parler dans un prochain épisode, j'espère, de la notion de vie étudiante, que Nîmes est une ville étudiante sur l'enseignement supérieur. C'est des sujets qu'on abordera, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un lien avec l'économie qu'il faut faire, clairement. On sent qu'il y a une vraie matière à construire une identité forte et qu'elle est déjà présente et qu'il faut juste la développer encore plus. Comment, Julien, à travers Nîmes Avenir, tu l'articules avec d'autres projets, le tourisme, le sport, les études, la culture? Comment cette identité forte prend en place dans Nîmes Avenir? En fait, c'est hyper diversifié. En réalité, aujourd'hui, c'est comment on arrive à proposer des projets qui soient adaptés par rapport au territoire. Et à partir du moment où on se pose cette question, c'est-à-dire de se mettre à la base sur recenser les besoins, d'identifier ces besoins et de proposer des projets qui soient adaptés par rapport à ces besoins, je considère qu'on arrive clairement à proposer des projets qui soient adaptés et qui soient attendus de la part de nos concitoyens. Et c'est vraiment l'objet de la démarche Nîmes Avenir qu'on a menée, c'est-à-dire partir de la base, de recenser tous les besoins, toutes les difficultés, et à ce moment-là, on propose des projets qui soient adaptés par rapport à cela. Donc, bien évidemment que l'idée de la transversalité, elle est hyper importante, parce qu'au final, même si on a parlé de la notion, on va dire, le fil conducteur, ça a été l'artisanat, on a parlé du tourisme, on a parlé de développement économique, on a parlé de formation, on a parlé d'économie, on a parlé de mobilité. Et c'est tous ces enjeux-là, cette notion de transversalité, elle est hyper importante aujourd'hui et je dirais même qu'elle est obligatoire. Aujourd'hui, si on est dans un secteur et uniquement dans un secteur, on se coupe en réalité de la notion de pertinence. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est tout un écosystème qui doit être pris en compte et c'est au travers de ces démarches-là qu'on pourra le faire. Le projet politique, aujourd'hui, il ne peut pas être sectorisé de manière extrêmement linéaire. Oui. Non, il faut qu'il soit ouvert parce que la société, elle a changé et que cette société, aujourd'hui, elle est multiple. Voilà. Et c'est là où le politique, il a un rôle. Aujourd'hui, à partir du moment où on a une vision, il faut que derrière cette vision, il puisse y avoir des projets. Et par rapport à ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, on a vraiment cette volonté de mettre en avant un territoire, une image, une ville. Et à partir de là, derrière, il faut que ça ruisselle. Il faut qu'on ait vraiment, il faut que ça explose d'idées, de projets, et c'est comme ça qu'on arrive à créer. Dans les commissions thématiques, il y a pas mal les sujets de Nîmes Dynamique, donc de l'entrepreneuriat, du développement, de l'attractivité économique. Est-ce que les sujets qui ressortent dans ces commissions sont les mêmes que ceux qui sont ressortis ici? Ouais, bien évidemment, il y a des éléments communs. Lorsqu'on parle. Ce qui ressort le plus pour toi, c'est bien évidemment l'attractivité de la ville. C'est une ville dans laquelle il fait bon vivre, clairement, mais il y a une vraie volonté de développer la notion de tourisme. Ce n'est pas pour rien qu'il va y avoir un centre des congrès qui va ouvrir. Ce n'est pas pour rien que le fait qu'on ait été labellisé UNESCO a été vraiment un élément, on va dire, dynamisant par rapport à ça. Donc, il y a vraiment cette attractivité de la ville qu'il faut mettre en évidence. Et surtout d'avoir une image d'ouverture vis-à-vis du grand public, voilà. Et qu'aujourd'hui, que à Nîmes, il y a une dynamique qui se crée. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en évidence. Il faut arrêter, j'avais l'occasion moi de le dire, il faut arrêter de résumer Nîmes à l'organisation de ses férias et de sa romanité, parce que je trouve que c'est assez réducteur. Bien évidemment que c'est la base, c'est nos fondations, c'est notre lien. Mais à côté de ça, il faut que ça soit une ville qui se développe sur des dizaines de domaines. Et c'est comme ça qu'on arrivera à incarner le Nîmes de demain. Merci beaucoup pour cet échange, messieurs. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manquait dans ce podcast? Non, je pense qu'il a bien résumé. Le tourisme, c'est très bien, mais il n'y a pas que le tourisme non plus pour développer une ville. Non, c'est vrai. Parce que c'est pas les touristes qui font vivre la ville, quand même, la majeure partie du temps. Bien sûr. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. On se retrouve pour un prochain épisode du coup sur le sujet études et vie étudiante à Nîmes. Et on se dit à très vite. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.